Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, on se retrouve pour Cœur de patrimoine. C'est votre rendez-vous hebdomadaire avec votre argent. On est là pour vous donner des pistes, des idées, des stratégies pour gérer au mieux votre patrimoine. On se donne rendez-vous 1 heure durant tous les mercredis matins. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour entamer notre rendez-vous, on va se plonger au cœur des marchés parce qu'il y a pas mal de choses à se raconter sur l'évolution de nos grands indices et sur un petit peu la typologie des marchés qui pourrait un peu changer du fait notamment des banques centrales. Ça fait plusieurs semaines qu'on s'interroge là-dessus. On va voir tout ça avec Sébastien Corchia. Bonjour Sébastien. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous de Cœur de patrimoine pour Cogefi Gestion. Les marchés qui sont encore une fois drivés par nos banques centrales, sauf que nos marchés, dans leur histoire, ils ont toujours eu une Fed qui était leader et une BCE qui était suiveuse. Et pour une fois, ça pourrait s'inverser. Ça pourrait être la Banque Centrale Européenne qui prenne le lead. Qu'est-ce qu'on en dit quand on est un homme de marché habitué aussi à une forme de tradition, de voir la Fed prendre la main? Alors déjà, il faut comprendre la tradition. C'est plutôt lié en fait à un décalage de cycle et que bien souvent, le cycle économique aux États-Unis est en avance de phase sur le cycle économique européen. Donc effectivement, la Banque centrale, on l'avait vu pour les politiques de quantitative easing, était toujours derrière. Aujourd'hui, effectivement, le calendrier pourrait changer. Alors, il faut faire attention. Je vous rappelle qu'il était prévu ou anticipé, en tout cas par les marchés, d'importantes baisses de taux aux États-Unis. Et puis, bien plus tôt dans l'année, finalement, elles ne sont pas venues. On a même dans le discours de M. Powell, potentiellement, il pourrait y avoir un jour une remontée. Donc, tout ça est un petit peu embêtant. Mais elle, la Banque Centrale Européenne, d'abord, le cycle est un petit peu plus mou, le cycle économique. Donc, justifie un petit peu plus une baisse des taux qu'aux États-Unis. Mais surtout, Madame Lagarde, elle s'est un peu engagée. Elle est allée un petit peu loin dans ses propos. Et donc, maintenant, bien compliqué de faire machine arrière pour la première baisse des taux. Parce que vous savez, ce qui est important pour un banquier central, c'est cette capacité à convaincre, à montrer qu'on sait où on va et finalement à ne pas se dédire parce que c'est la parole aussi qui compte. Et pour le coup, elle a fait comprendre au marché qu'il n'y avait aucun doute, naturellement, pour une prochaine baisse des taux. Donc oui, probablement là, une baisse des taux en avance de celle de la Fed. Et ce qu'il y en aura, c'est surtout la question, une deuxième, voire une troisième. Là, c'est beaucoup plus difficile parce que si d'aventure, la Banque centrale américaine ne baissait pas ses taux, pas tout de suite, la Banque centrale européenne ne pourrait pas en faire une deuxième avant les États-Unis. Pourquoi ? Parce que ça ferait baisser l'euro. Si l'euro baisse, par exemple, le prix du pétrole remonte, il est exprimé en dollars, et là, vous relancez l'inflation. Ouais. Donc, une pour la forme, une deuxième, on en reparlera. Une deuxième. Exactement. Mais en face, il va être gêné aux entournures à la fin, Jérôme Powell, parce qu'il a une question de calendrier. Et OK, il s'est peut-être moins pieds et poings liés que Christine Lagarde, mais il a un autre calendrier qui ne dépend pas de lui. C'est celui de l'élection présidentielle américaine. Et celle-là, on sait qu'elle... Alors, on ne peut pas dire qu'elle oblige la Fed, parce que ça n'est qu'une tradition finalement, mais on sait qu'a priori, la Fed, elle s'abstient en période électorale pour ne pas être accusée de faire le jeu de l'un ou de l'autre des deux partis. Et là, on sait que cette élection, elle a un parfum un peu sulfureux. Donc, elle se retrouve contrainte, cette Fed, quand même, calendairement parlant. Absolument. Et ça a toujours été dit, effectivement, que, en gros, après le mois de septembre, ça serait très compliqué pour la Fed d'agir. Maintenant, tout est fait pour connaître des exceptions. Il pourrait y en avoir une, notamment parce que M. Powell a bien compris que si M. Trump était élu, M. Powell pourrait aller à Pôle emploi aux États-Unis. Et donc, pour le coup, il pourrait être aussi tenté, pourquoi pas, de dire que de toute façon, le jeu n'est pas, je dirais, équilibré et donc il peut intervenir. C'est une hypothèse. En tout cas, lorsqu'on lit les communiqués, on a l'impression qu'il n'est pas gêné ou qu'il ne l'est plus, en tout cas, par ce calendrier électoral.
in fine, de toute façon, ça limitera un peu parce que même s'il faisait quelque chose, il ne pourrait pas le faire de manière de grande ampleur. Oui. Et puis ça prend un certain temps pour que ces décisions de banque centrale, vous le savez, agissent sur les marchés. Du coup, qu'est-ce qu'on se dit ? On dit que c'est le moment ou pas de se positionner sur les marchés ? Parce que dans le même temps, on a quand même des indices qui flirtent avec des plus hauts historiques. On a même vu certains commencer à parler de niveaux autour des 9000 sur le CAC à terme. Enfin bon, voilà, c'est le moment ou pas de venir sur les marchés, ou alors au contraire, on se dit on est déjà trop perché, c'est pas le moment de... Alors, à chaque fois qu'on s'est dit que c'était pas le moment parce qu'on était trop perché, vous avez vu depuis de longs mois, voire quelques petites années, que c'était pas forcément le meilleur des conseils. En fait, ce qui est plus important de voir, c'est que dans l'allocation de patrimoine, pour le coup, les actions ont toujours leur place. Peut-être, ce qui va changer, c'est à dose constante d'actions, c'est la composition du portefeuille. C'est-à-dire que ce portefeuille, aujourd'hui, standard, d'un particulier, d'un investisseur, même institutionnel, il est très tourné vers la croissance, uniquement vers la croissance. Et je dirais que c'est presque de pire en pire quand vous regardez les niveaux de concentration des indices français, européens, américains et mondiaux. Et donc, en fait, la réponse à votre question, c'est pas trop de se poser est-ce que c'est le timing d'y être ou pas y être, c'est sur quoi il faut être. Et vous le voyez peut-être derrière cette relative accalmie des marchés actuellement sur leur point haut. En fait, beaucoup de choses sont en train de se passer. C'est-à-dire que vous avez des prises de bénéfices sur certaines valeurs justement dites de croissance ou les fameuses 7 magnifiques. Si vous regardez bien, elles sont plus 7. Déjà, elles sont plutôt 3 ou 4 que 7. Donc, on voit bien les autres sont moins magnifiques. Les autres sont moins magnifiques, voire elles ont perdu quand même de leur superbe. Et puis, à l'inverse, vous avez des thématiques laissées de côté complètement par les investisseurs, souvent assez industriels, souvent value, voire la Chine, qui reviennent sur les starting blocks. Donc, pour répondre à votre question, attachez-vous moins à votre niveau d'investissement, gardez-le constant, regardez plus la composition de votre portefeuille. Donc ça veut dire qu'il faut revenir sur... c'est le moment d'aller un petit peu chiner ces valeurs dites value, qui sont peut-être sous-cotées, qui ont peut-être un charme à retrouver. Absolument. En fait, le marché, lui, il a déjà compris ça, il a déjà commencé ça, en partant de quelques postulats assez simples. D'abord, si vous prenez celui d'un côté de la croissance de l'intelligence artificielle, ça a beaucoup monté. 2, il y en a beaucoup dans les portefeuilles, voire dans des concentrations parfois un peu maximum, voire toxiques. Il suffit de voir ce qu'il y a aussi dans les indices. Et puis 3, si on est un petit peu logique, à l'inverse, il n'y a plus du tout, après des années finalement de dédain, voire on a boudé ces valeurs-là, il n'y a dans les portefeuilles plus de small cap, plus de valeurs industrielles, plus de valeurs chinoises, plus rien. Et donc, dès que vous en remettez un petit peu, il y a un flux fantastique. Le meilleur exemple, c'est la Chine actuellement. La Chine qui a regagné très très vite 20% sur un tout petit peu d'amélioration. 20% avec des flux entrants sur les actions chinoises assez fantastiques. Fantastique, pourquoi ? Pas tout le monde veut de la Chine, c'est que plus personne n'en avait. Il faut en remettre un petit peu. Minimum, ouais. Et c'est pareil sur la value aujourd'hui. Et comment on fait quand on est aujourd'hui investisseur, admettons un peu averti, autre, pour vraiment typer une valeur, se dire... celle-ci, elle est value, celle-ci, elle est croissance, celle-ci, elle est défensive, parce que parfois, c'est un peu ténu. On a un petit peu du mal, à part certaines où c'est, va dire, assez logique. De manière assez simple, 3 grandes catégories. Les valeurs de croissance, pour faire simple, c'est celles qui ont une très grande visibilité sur leur vente, sur leur activité, celles qui battent de manière extrêmement régulière la croissance du PIB, pour faire simple, et qui, à des moments, se payent toujours cher parce que finalement... il y a peu ou pas d'accidents de croissance, c'est des trends très forts. C'est pas seulement que l'intelligence artificielle, ça peut être la consommation à travers le luxe, ça peut être aussi l'énergie, mais l'énergie, les nouvelles énergies, par exemple. Vous avez les défensives, on sait tous, c'est la santé souvent, mais la santé c'est compliqué parce que il y a des choses bonnes, des choses moins bonnes et autres. Il y a les insubmersibles dans les défensives, c'est le air liquide. Vous pouvez avoir l'alimentaire, mais l'alimentaire, parfois des Danone, des Nestlé connaissent des passages à vide. Donc c'est aussi un petit peu difficile. Et puis vous avez tout le reste, ce qui est très... dit value et cyclique. Alors la value, c'est ce qui est pas cher parce que ça connaît des cycles donc d'accélération de bénéfices, puis de perte d'accélération de bénéfices. Donc en fait, il faut que votre PER soit très faible. Ça veut dire que votre temps de recovery est très rapide. Je vous prends un exemple, un des PER les plus faibles dans les
grande, avec un guillemet sur les grandes valeurs actuellement, c'est Air France. PER de 2. Ça veut dire qu'il vous faut 2 années de résultats pour retrouver votre mise. C'est ce que ça veut dire en français dans le texte. Forcément, parce que les résultats, parfois, au bout de 2 années, hop, c'est de nouveau des pertes. Donc, vous voyez les choses comme ça. Ça peut être les banques aussi, qui ont ce côté un peu de cyclicité dans leurs résultats. Donc, c'est tout ça que vous allez retrouver dans les values. C'est tout ça qui a superbement ignoré les marchés et qui, aujourd'hui, reviennent avec une idée de fond aussi. C'est que si vous croyez à la Chine, un tout petit peu, si vous y croyez, mais que vous avez peur d'y aller en direct, eh bien, quelle est l'économie européenne la plus sensible à la Chine ? C'est l'Allemagne. Or, l'Allemagne est une économie en récession et une économie très industrielle, avec une bourse qui est très industrielle. Beaucoup de valeurs de sidérurgie, beaucoup de valeurs de chimie, notamment. Et si vous regardez... D'automobile. Et si vous regardez ces valeurs-là, que ce soit des Volkswagen, que ce soit des valeurs, effectivement, de chimie, vous voyez qu'elles se retournent. Et le marché y croit, même industriel y croit, parce que... il y a eu une OPA qui fait parler d'elle actuellement, c'est sur Anglo-American. Anglo-American, c'est une très très grosse société mondiale de minerais. Eh bien, non seulement il y a une OPA, mais il risquerait d'y avoir une contre-OPA. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous ces actifs sont bradés et qu'on voit qu'il y a un intérêt parce que le cycle va repartir. Et vous avez essentiellement cité dans tous vos exemples, Sébastien Corchia, des grosses valeurs, des large caps. Et par contre, vous nous avez tout à l'heure dit rapidement un mot des mid and small, comme on dit, des petites et moyennes capitalisations, qui sont elles aussi souvent un peu à la cave, alors qu'il y a des leaders mondiaux, etc. Ça veut dire qu'il faut les regarder aussi là ? Mais bien sûr, d'abord parce que, alors tout dépend de ce que vous prenez comme filtre de taille, mais aujourd'hui, vous pouvez vous dire qu'à peu près 95% des valeurs en Europe font moins d'1 milliard de capitalisation, et c'est souvent celles-ci qu'on qualifie de petites, moyennes. Alors, certaines sont plus grandes, mais on les met dans les moyennes. Et avec 95% de ces valeurs, c'est qu'à peu près seulement 20% de la capitalisation. Ne pas en avoir, c'est ignorer quand même 95% des valeurs en Europe. Donc, vous devez en avoir. Simplement, ça fait 6 ans qu'elles sous-performent. Et ça n'est jamais arrivé. C'est valable aux États-Unis. Moins fort, mais le Russell 2000 sous-performe. Pourquoi ? Plein de raisons, des notions de ESG, des notions de hausse de taux d'intérêt parce qu'elles n'aiment pas, des notions de difficulté à avoir après post-Covid en Chine, des accès à des pièces détachées parfois, à des fournisseurs. Plein de raisons qui font que tous les investisseurs institutionnels sont sortis. Et puis, les yeux sont tournés vers l'intelligence artificielle. Et quand vous regardez, en fait, les petites valeurs, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de luxe. Il reste plus que certains secteurs que les gens ne voulaient pas. Donc, vous avez là un peu la brocante de la bourse. Des secteurs dont on a encore besoin dans l'économie. Je vous en cite un qui est en train de rebondir et dont certains titres ont rebondi déjà depuis 30, 40, 50%. C'est pas le plus exempt de risque, mais les risques sont plutôt derrière que devant. Le monde des maisons de retraite. Il est coté sur ce segment des petites et moyennes valeurs. Eh bien, comme tout le monde a superbement jeté ça avec Parfois avec à le raison, reste. à Parfois certains moments. à raison, je ne dis pas le contraire, mais tout a un prix, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Eh bien, vous voyez que les gens reviennent sur ce type de valeurs. Et les petites et les moyennes valeurs, aujourd'hui, n'ont jamais été aussi peu chères versus leur moyenne historique et versus les grandes. En règle générale, elles avaient une surcote par rapport aux grandes valeurs de 20%. Elles ont aujourd'hui une décote d'au moins 10%. Ça ne s'est jamais vu. Donc oui, alors très difficile d'y aller en direct, surtout aujourd'hui. Mais s'il y a bien un moment où il faut rentrer un peu de fonds small cap, je dirais que c'est celui-ci, effectivement, dans les allocations. Sébastien Corchia. Merci Sébastien d'être passé dans Cœur de Patrimoine, le directeur général, directeur des investissements de Cogefi Gestion. On continue à vous accompagner dans Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Et on accueille à présent Franck Igels. Bonjour Franck. Bonjour Cédric, bonjour Merci à tous. Merci d'être au rendez-vous de Radio Patrimoine, directeur de la distribution d'Intergestion REIM. On va parler de nos fameuses SCPI qui font tant parler d'elles, j'ai envie de dire. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Quel est finalement l'état du marché ? Le printemps arrive, ça vaut le coup en effet de se poser un peu. Le marché a été très agité l'année dernière, sur ce début d'année, entre ceux qui ont vu leur valeur impactée, y compris même leur valeur de part, et puis ceux qui arrivent oui, il en a suffi que de promettent, quelques-unes, parce que finalement, sur la masse des CPI,
celles qui ont baissé leur prix de part, c'est pas une majorité, c'est même, on va le dire tout de go, une minorité. Oui, mais ça a beaucoup fait parler. Oui, ça a beaucoup fait parler parce qu'on n'était plus habitué à ce que l'immobilier soit un marché et qu'il puisse baisser, puisque dans les 15 dernières années, il y avait des hausses permanentes. Et j'ai envie de dire que oui, la hausse des taux rapides qu'on a connue sans refaire de macroéconomie a impacté un certain nombre de valeurs, mais ce qui est compliqué dans ce marché, c'est pour ça que moi je voudrais qu'on pose les choses aussi, c'est de dire que pas d'amalgame, tout n'a pas été impacté de la même manière. Et puis en tant que gérant, nous, chez Intergestion, on considère qu'on n'est pas prisonnier de la macroéconomie et qu'on peut créer de la valeur, sécuriser cette valeur au long cours, y compris dans des contextes plus agités comme aujourd'hui. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire créer, sécuriser finalement de la valeur ? Parce que j'ai envie de dire que pour l'épargnant, on espère que le gestionnaire, qu'il soit d'actifs financiers ou d'actifs immobiliers, etc., il va nous sécuriser notre valeur. C'est intéressant. Le moment permet de revenir justement sur cette notion. Tout le monde n'a pas forcément travaillé de la même manière. Ce que j'ai envie de repartager, c'est de dire que les projets long terme, investir au long terme, finalement, c'est vrai sécuriser la valeur et puis avoir un revenu, on va dire, confortable. Et ça c'est pas soluble dans l'actualité. Les projets long terme des épargnants sont pas dissous parce que les taux ont monté. Oui. Donc ou parce que les prix de part ont baissé. Voilà, ou que les prix de part ont baissé. Quand on se projette sur le long terme, c'est vraiment cette logique de sécuriser. C'est pas toujours appréhendé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de distribution, de performance, de dire les prix ont baissé, donc on peut avoir des rentabilités qui vont être superbes. Mais c'est intéressant de revenir, et c'est peut-être un peu le cœur des convictions d'Intergestion aussi, là où on est confortable dans cette situation-là pour nous, c'est de dire aussi que d'aller focaliser sur le locataire, la qualité des baux, revenir un peu aux basiques de l'immobilier. Je négocie bien le prix, je sécurise mon locataire, j'ai une bonne relation avec lui, j'ai des baux qui sont fermes et longs. Ça, c'est un plus. Le fait que nous, on ait historiquement aussi ciblé des actifs essentiels. Alors, ça nous a parlé un peu dans le Covid, c'est un peu loin, heureusement d'ailleurs pour nous, ce Covid, mais d'aller chercher des locataires robustes, très acycliques finalement, c'est une valeur importante aujourd'hui parce que en SCPI, si vous avez le meilleur actif du monde au meilleur endroit, si votre locataire paye pas, ça marche pas puisque c'est une machine à distribuer des revenus. Donc, parler de sécuriser de valeur, c'est d'aller justement d'être très sérieux sur les acquisitions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à vendre. Tout n'est pas à acheter non plus, même si c'est vrai que les performances sont meilleures. Mais ça, bon, donc, on va dire de la base de l'IMO, c'est-à-dire vraiment étudier son dossier, connaître son bien, connaître son locataire, etc. Mais il y a aussi un moment, une question de timing, non, Franck Ingels ? C'est-à-dire qu'il faut quand même à un moment faire les choses au moment où il faut les faire. Il ne faut pas non plus se rater sur le moment, non ? Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. En fait, en vrai, c'est que souvent, il y a des timings de marché. C'est vrai dans les actions ou sur des marchés plus volatiles. Mais sur l'immobilier, c'est intéressant de redire que la pire posture de l'investisseur en immobilier, c'est d'attendre. J'ai ma métaphore de la gare. C'est-à-dire qu'à force d'attendre, si vous attendez en gare le meilleur train, le meilleur confort, la meilleure destination, vous risquez, dans 10 ans, dans 20 ans, d'être encore en gare. L'idée, c'est de voyager quand même, d'avancer. Il y aura peut-être même plus de train qui passera. Il y aura peut-être plus de train qui passe, c'est pas faux, j'avais pas pensé à cette option parce que je suis très optimiste comme garçon, mais globalement, c'est important de redire que le bon timing, c'est d'investir maintenant. Et puis, je le disais, les prix ont corrigé. D'avoir du cash aujourd'hui, et c'est le cas de la SCPI, comme on collecte l'épargne. Aujourd'hui, on achète en cash. Si vous êtes un acheteur en cash sur l'immobilier, on sait très bien que c'est une très bonne posture pour négocier. Peut-être un exemple à partager dans nos dernières acquisitions. On a acheté un immeuble mixte à Dublin, qui est une école de police, avec un commerce alimentaire en pied d'immeuble, très belle artère commerçante de Dublin, etc. Cet immeuble, on l'a payé 17 millions d'euros, une rentabilité supérieure à 7%, donc très séduisant, on va dire, sur le papier cristal, on va dire. Mais globalement, si on avait acheté ce bien-là il y a 4 ans, on l'aurait sans doute payé 27 millions d'euros. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on sécurise la valeur parce que ça a déjà pas mal baissé. On est toujours aussi exigeant sur les qualités de locataires et de baux. Mais par contre, aujourd'hui, on a déjà fait un chemin vers le bas, ce qui fait qu'on sécurise la valeur et on crée de la valeur future aussi. D'investir maintenant, ça permet d'avoir des meilleures rentabilités. Et puis finalement, de partir d'un point plus bas, donc d'avoir une valeur plus sécurisée, des réserves de valeur aussi. C'est ça. Donc, faut pas attendre pour attendre, mais il faut quand même, ça veut dire, faut avoir son cash et être effectivement prêt à faire le coup au moment opportun. Le moment aujourd'hui est opportun, selon nous, parce qu'il y a de belles acquisitions à faire. Et puis après, au long cours, on voit bien qu'on efface un peu la volatilité. On le sait très bien, vous êtes un spécialiste de tous les secteurs financiers. En immobilier, c'est très vrai. On investit au long terme, c'est des projets de retraite, de préparer les études des enfants, de préparer des projets long terme, d'avoir une indépendance ou en tout cas une sécurité financière de revenus, parce que c'est aussi une machine à cash, la SCPI. Ça se joue au long cours.
On a beaucoup progressé en SCPI. Aujourd'hui, on fait des versements programmés. On peut commencer à investir à quelques centaines d'euros. Donc, pour le coup, c'est intéressant de monter dans le train pendant qu'il passe, parce que c'est vrai que peut-être qu'il y en aura moins dans quelques années. Du coup, en fait, pour conclure, l'épargnant, il se dit bah tiens, oui, effectivement, j'ai de la valeur, j'ai une bonne gestion du timing, je peux investir effectivement de façon beaucoup plus, on va dire, flexible que peut-être dans le passé, je n'avais entendu parler des SCPI. Quelle part le spécialiste, alors me dites pas 100%, parce que là, sinon, ce serait pas possible. Non, quelle part le spécialiste de l'IMO que vous êtes a envie d'accorder, enfin, se dit qu'un ménage, un épargnant français devrait avoir en immobilier? Sortons peut-être de la résidence principale. On est des adorateurs de l'immobilier en France en général. Le fait d'être propriétaire, c'est 75% des Français qui voudraient l'être, c'est un peu moins de la moitié qui le sont. Globalement, en diversification, c'est 20-25% pour moi, au moins d'immobilier. Bien sûr qu'il faut aussi avoir de l'assurance vie, des véhicules financiers qui sont au long cours. On peut mettre les SCPI dans de l'assurance vie. Quand elles sont éligibles, elles ne sont pas toutes. Mais oui, quand elles sont éligibles, bien sûr. Ça fait du sens aussi pour des raisons fiscales, c'est vrai de l'avoir en assurance vie, mais aujourd'hui, d'avoir de l'immobilier, on vient sécuriser aussi par rapport à la volatilité. Ce que nous ont enseigné les dernières années, c'est que les mécaniques de marché étaient... la fréquence de volatilité s'est accélérée, et donc c'est intéressant de remettre un peu moins de volatilité, un peu plus de pérennité dans son portefeuille. Le moment d'aujourd'hui permet aussi de mieux voir les différences de conviction des maisons de gestion. Avant, quand tout marche, on peut tout acheter. Là, aujourd'hui, il faut s'atteler à des opérateurs, des gestionnaires qui ont des convictions et qui les conservent. Merci beaucoup, Franck. Merci, Cédric. Merci à tous. Et Intergestion RUIM ce matin dans Cœur de patrimoine. On continue à parler d'IMO, notamment tout à l'heure. On va aller regarder ce qui se passe du côté des taux, ce qui se passe du côté des prix. Ce sera avec Sandrine Alenier. Merci beaucoup, Franck Ingels, d'être passé nous voir. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On continue à vous accompagner sur Radio Patrimoine au cœur de cette émission hebdomadaire. On se retrouve comme chaque mercredi pour parler de vos placements, de votre patrimoine. Et on accueille Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, président de Maison Laplace. On va essayer de tourner ensemble autour du moment, de cette période de taux. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette période? On peut en dire qu'elle nous raconte? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous raconte beaucoup de choses. Elle nous raconte d'abord qu'on a de l'appétit dorénavant sur le marché obligataire. Je rappelle que 2022, crack obligataire énorme, puisqu'on a eu entre 13 et 15% de décote, de baisse de valorisation. On a passé 9 ans de 3, pour passer de taux directeur de 3 à 0. Ça, c'était la période passée 2013-2022. Puis en 2022, on a mis 9 mois à passer, dans l'autre sens, de 0 à 3%, un crack obligataire énorme, ce qui fait qu'en 2023... Il a fallu digérer. Il a fallu digérer d'abord 2022, bien sûr, mais je rappelle que le marché obligataire, pour les particuliers, était quand même un marché un peu obscur, abscon, si je puis dire, et surtout sur lequel on n'allait pas, nous, les conseillers, pour nos clients, parce qu'on avait des rentabilités qui étaient si faibles qu'elles n'étaient pas intéressantes, et elles ne pouvaient pas être mises en valeur, par exemple, versus un fonds euro. En revanche, en 2023, on s'est dit, oh là, tension inflationniste, remontée des taux, on retrouve de l'appétit sur le marché obligataire. Et on donne du prix au risque, finalement, c'est ça ? On donne du prix au risque, mais on donne surtout, par rapport au risque, une rentabilité. Une rentabilité qui repose sur deux aspects. Le premier, c'est la décote 2022. Et bien sûr, avec des obligations qui étaient sur le marché secondaire à des prix attractifs, nous donnait de l'appétit pour pouvoir y retourner. Puis deuxième chose, ça a redonné un regain d'attention à deux éléments importants. Les comptes à terme, les fameux comptes à terme, et puis aussi les SICAV monétaires. Qui avait disparu du paysage patrimonial. J'ai discuté avec un asset manager, là, 95% de la collecte depuis le début de l'année, sur un asset manager qui gère 180 milliards à Paris, 95% de la collecte depuis le début de l'année, brut, j'entends bien, donc repose sur des instruments monétaires. Ouais. Et oui, les taux directeurs de la Banque centrale sont à 4%, on n'oublie pas. Ouais. Mais malgré tout, ça veut dire qu'il y a aussi eu beaucoup de volatilité. Il ne faut pas la craindre, cette volatilité ? La volatilité, si. D'abord, elle se maîtrise. Je rappellerai que sur le marché obligataire, en l'espace de 20 ans, la volatilité, elle est 3 fois inférieure à celle du marché, 2,8 fois inférieure à celle du marché des actions. D'accord. Mais la rentabilité, elle est 2 fois inférieure. Donc, on a sur cette durée des 2003-2022, donc 19 ans, j'ai revu mes petits calculs, on a 8% de rentabilité sur le marché action,
versus 16 de volatilité, tandis que sur le marché obligataire, on a 2 fois moins de rémunération, 4% pour une volatilité qui est juste supérieure à 6. Et donc là, on se rend compte que le risque paye, mais quel risque et quand ? Mais du coup, il faut en fait tout mettre sur le rouge ou tout mettre sur le noir, ou ça veut dire aujourd'hui, on revient d'une période plus normale, plus normée peut-être, et il faut juste diversifier, alors que rediversifier, on va dire, son portefeuille, son patrimoine, alors que jusqu'à présent... comme vous le rappeliez, il n'y avait pas de rendement sur l'oubli, donc certains d'ailleurs galvaudaient les passagers clandestins sur les marchés actions et disaient c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de volatilité sur le marché actions, c'est parce que ces gens-là n'ont pas les reins suffisamment solides ou pas l'appétit de la nervosité. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de critiques. Aujourd'hui, c'est plus normal, il faut avoir un peu d'oubli, un peu d'action. Non, c'est pas que c'est plus normal, c'est qu'on a une période exceptionnelle pour investir sur le marché obligataire. On se souvient du fameux TINA, vers is not alternative, c'est pour ça que tout le monde allait sur le marché des actions, vous le rappeliez. Aujourd'hui, on a le TARA vers un reasonable alternative, et ces alternatives raisonnables, c'est le marché obligataire. Pourquoi ? Parce que si on a des taux de directeurs qui sont sur la BCE à 4%, et on attend le 6 juin prochain, où on devrait peut-être avoir des annonces de baisse des taux, c'est le moment ou jamais pour cristalliser un rendement, pour figer une rentabilité qui est intéressante, qui est d'autant plus intéressante que depuis quelques semaines, on a vu un peu de tension sur les taux, donc un peu de remontée de taux, alors qu'on ne s'y attendait pas, ce qui permet justement de redonner de l'attrait, un intérêt encore plus attractif, si jamais il n'y a pas de tautologisme sur ce sujet, sur le marché obligataire. Cristallisons un portefeuille obligataire avec des durations qui sont 3, 4, 5 ans. Et je rappelle que sur l'investment grade, le marché la qualité. De la qualité. Donc on a flight to quality, c'est l'IG, c'est l'investissement grade en matière d'obligataire. Donc c'est des sociétés cotées qui ont des bonnes notations. On a un rendement qui tourne autour de 5% sur une duration de 3-4 ans. 5%. On va en reparler après. Sur le high yield, et je rappelle que le marché donc là, du high yield, là où c'est un peu plus sportif, on va dire. Un peu plus sportif, un peu de côté, mais juste une chose sur le high yield. On a un rendement de 6,5%. À peu près. High yield, corporate, duration, entre 3 et 4, européenne, des émetteurs européens. Aux États-Unis, c'est un peu plus. Le high yield, juste, il y a un taux de défaut historique qui est légèrement supérieur à 3%. Et quand il y a un taux de défaut, c'est-à-dire qu'on ne va pas remboursement une obligation, il y a 2 risques. Il y a la hausse des taux, là on est plutôt en baisse des taux, donc tant mieux à venir. Et puis, il y a la solvabilité de l'émetteur. Eh bien, pour un risque de défaut très faible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de remboursement, ça veut dire qu'il y a rééchelonnement de la dette, c'est-à-dire qu'on met un peu plus de temps à rembourser, bien sûr, le créancier qui est le porteur. Le plan ne se déroule pas sans accroc. Bien sûr, le créancier est le porteur de l'obligation. Eh bien, aujourd'hui, on peut cristalliser pour ce qu'on va avoir une baisse des taux qui nous permettra demain d'avoir des rendements qui seront inférieurs. Alors vous allez me dire, pourquoi avoir du 5 avec un risque sur 3-4 ans, tandis que je peux avoir du 4% sur le marché monétaire? Parce que sur le marché monétaire, les taux vont descendre, vont baisser. Ça. Et c'est la raison pour laquelle on a cette espèce de fenêtre de tir, si je puis m'exprimer ainsi, exceptionnelle sur le marché obligataire. Donc, ça revalide encore un petit peu plus ces stratégies de portage dont on a beaucoup entendu parler depuis une année en gros, qui consiste à avoir un horizon borné en se disant j'ai une action d'entreprise, enfin une obligation d'entreprise que j'ai bien sélectionnée, qui a une histoire, qui a ceci, diversifié, cela. Voilà. Et je serai remboursé, je vais pas essayer de jouer les mouvements de taux, etc. Je pars et je vais au bout. Exactement. Le marché obligataire avait de l'intérêt l'année dernière. Suite à la crise de 2022, on a un marché qui s'est normalisé. Et donc là, c'est un moment intéressant pour revenir. Là, deuxième raison pour laquelle le marché obligataire est intéressant, c'est parce qu'on sait qu'on va avoir une baisse des taux. L'inflation est jugulée. Donc, on est arrivé, la politique qui n'était plus accommodante, mais à l'inverse, qui était très restrictive des banques centrales, a permis de juguler cette inflation qu'on le souhaitait, que les banques centrales souhaitaient, la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe. Aujourd'hui, on sait que ça va descendre. Donc, cristallisons, constituons-nous un portefeuille et diversifions aussi. Alors, quand on dit diversifier, c'est quoi ? C'est en typologie de valeur, c'est en typologie high yield, investment grade, c'est voilà. Comment est-ce qu'on constitue un peu le portefeuille type entre guillemets de Benoît Lombard aujourd'hui pour faire ce coup obligataire ? Il ressemble à quoi ? Le portefeuille type de Benoît Lombard, il dépend de l'appétence au risque et de l'horizon de gestion de l'investisseur. Oui. Toujours. Oui, mais c'est important. Non, mais je suis d'accord. Donc, si on a une horizon de gestion qui est de 4-5 ans, on peut très bien avoir un portefeuille obligataire qui constitue le socle, la quille du bateau, peut-être
35-40% sur des obliques diversifiés, sur des fonds d'investissement qui investissent dans ces obliques diversifiés, parce que je rappelle que le marché, c'est un marché de gré à gré encore. Hein. Il n'y a pas de marché qui est structuré comme on peut avoir sur le marché des actions. Et puis, aller sur le marché aussi du private equity, donc sur un horizon de gestion qui est plus long terme, où on n'a pas, j'allais dire, ce qui est extrêmement désagréable pour l'investisseur, c'est-à-dire le diktat de la cotation continue qui stresse. Et puis, sur le marché des actions, les small caps, il y a un intérêt sur les small caps qui ont une décote. Il y a de l'appétit pour aller vers ce marché, pour essayer de sortir un peu des valeurs, des big valeurs de la tech, des 7 magnificents notamment, qui sont dangereuses aujourd'hui, trop de valorisation, des PER qui sont complètement abracadabrantesques. Donc, et puis aussi regarder une poche de disponibilité sur du monétaire qui nous permettrait peut-être d'aller chercher de l'immobilier où à un moment donné, on va se retrouver peut-être avec un cycle qui risque d'être plus court que celui que l'on espérait, c'est-à-dire une remontée un peu plus forte sur le marché immobilier que ce à quoi on espérait il y a quelques temps. Donc notre marché de taux offre encore des opportunités pour qui saura les saisir. Merci d'être passé, Benoît. C'est toujours un plaisir, mon cher Cédric. Benoît Lombard et Maison Laplace dans Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On continue bien évidemment à vous accompagner en cette matinée pour vous aider à gérer au mieux vos placements, vos investissements, votre patrimoine. C'est la mission de Cœur de patrimoine. Vous en avez désormais l'habitude. Et on va s'intéresser à une façon d'investir dans le monde immobilier en accueillant Sophie Richard. Bonjour Sophie. Bonjour, Cœur de patrimoine, pardon. Merci de nous accorder ces quelques minutes depuis le siège de Viagimo, donc depuis la Vendée. Et on va parler ensemble de viager. Alors c'est un terme que beaucoup de Français ont dans la tête, malgré la démocratisation depuis quelques années, sans avoir forcément l'idée exacte de ce que c'est. Est-ce qu'on peut revenir précisément et pédagogiquement, Sophie, sur ce qu'est le viager ? Oui, bien sûr, c'est vrai que tout le monde a déjà entendu parler du viager. On pense le connaître, mais finalement, la réalité est très souvent tout autre, parce qu'il peut y avoir des idées reçues, des tabous, donc on ne se sent pas concerné et du coup, on ne va pas s'inspirer de cette vente qui va apporter des solutions tant pour le vendeur que pour l'acquéreur. Donc, le viager, c'est avant tout une vente immobilière qui va réunir un vendeur qu'on appelle crédit rentier et un acquéreur qu'on appellera un débit rentier. C'est une transaction qui va reposer sur un bien immobilier. La grande différence avec l'achat traditionnel, c'est qu'il y aura des particularités quant aux conditions et au prix. Donc, c'est une vente qui se déroulera en acte authentique chez le notaire et le paiement ne sera pas à payer tout de suite, mais de manière échelonnée dans le temps. Et on va distinguer deux types de viager. Le viager occupé, qui est le plus répandu, le plus reconnu, qui représente à peu près 80% des transactions. Là, le vendeur fait le choix de rester vivre dans son logement où il a tous ses repères pour obtenir, il va vendre en viager occupé pour obtenir des aides à domicile, pour adapter un logement en situation de dépendance, par exemple. Et puis, l'acquéreur va faire le choix d'investir dans ce patrimoine immobilier parce que l'immobilier, ça a du sens pour lui, ça reste une valeur tangible et refuge. Mais il va le faire sans recours à l'emprunt, de manière échelonnée dans le temps. Et finalement, c'est le vendeur qui jouera le rôle de banquier, comme un crédit vendeur. Et on a le viager libre. Le viager libre prend de plus en plus d'essor. Beaucoup pensent qu'il est impossible d'acheter en viager libre de tout occupant, mais si, c'est possible. C'est ce qu'on appelle le viager libre. Donc, le vendeur quittera son logement pour le plus grand bonheur d'un acquéreur qui pourra devenir enfin propriétaire et occuper ce logement-là. Et pourtant, avec une décote, entre guillemets. Alors, la décote, on va l'appliquer sur la partie viager occupé, puisque le fait d'occuper le logement pour le vendeur, il y aura une décote d'occupation, ce qu'on appelle le droit d'usage et d'habitation. Ça veut dire qu'on va acheter un bien moins cher, très souvent décoté à hauteur de 50% de sa valeur vénale, sa valeur libre. Alors, ce matin, on a décidé de s'interroger plus sur ce viager libre, cette deuxième option que vous nous présentiez à l'instant, Sophie Richard. Pourquoi avoir voulu mettre en avant ce viager libre ? Alors, parce que justement, le viager libre va apporter beaucoup de réponses apaisées dans cette conjoncture assez malmenée, que ce soit l'inflation qui concerne tant le vendeur que l'acquéreur, que ce soit le durcissement de l'octroi à l'emprunt. Et on voit beaucoup d'acquéreurs qui se voient refuser l'emprunt
soit parce que les taux sont trop élevés et il y a encore 3 ans, on leur permettait d'acheter un T4. Or, aujourd'hui, ça sera un T2, donc leurs besoins sont tout autres. Ou alors, on voit que le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, durcit l'octroi de l'emprunt et ça rend l'emprunt compliqué pour beaucoup. Et donc, beaucoup d'acquéreurs ne peuvent malheureusement pas se loger. Ne Je sont plus pense solvables. notamment à des... Alors voilà, plus solvables, alors qui dans les faits ils le sont. Le restant à charge est tout à fait considérable. Je pense notamment à un dentiste qui avait beaucoup emprunté à titre professionnel pour ses outils et la banque lui refusait l'emprunt parce qu'il y avait un endettement trop lourd au titre professionnel. Alors que le restant à vivre pour cette personne était largement suffisante pour obtenir un emprunt. Donc le viager libre va apporter des réponses tant aux vendeurs qu'à l'acquéreur. Côté vendeur, il va pouvoir vendre un logement, soit sa résidence principale, parce que le vendeur a besoin d'aller en maison de retraite ou veut se rapprocher de ses enfants et de ses petits-enfants. C'est ce qu'on rencontre souvent en agence. Donc, il va mettre en vente sa résidence principale. Soit il a une résidence secondaire et il se rend compte que finalement, il y va de moins en moins souvent. Le logement reste vacant et on sait que ça détériore le bien et les équipements d'avoir un logement trop longtemps fermé. Ou alors, on va avoir une résidence locative du bailleur et on sait dernièrement que l'État fait la chasse aux passoires énergivores. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus le droit de louer des logements qui sont étiquetés G pour 2025, F progressivement et puis bientôt en 2034. Et donc, ces vendeurs qui ont passé un certain âge, 70, 75 ans, on leur dit, vous n'avez plus le droit de louer votre logement, vous devez entreprendre des travaux. Mais ces grands-parents n'ont souvent ni l'argent, ni l'énergie à consacrer pour la rénovation de ce logement-là, ce qui fait que le logement devient vacant. Alors que le loyer qui était tiré de cette résidence locative était un revenu substantiel qui venait s'adosser à leur pension de retraite. Donc là, on se retrouve vraiment dans un vide où, au contraire, on veut libérer les logements parce qu'on souffre de logements, de pénurie de logements en France. Et le viager, dans ces cas-là, le viager libre est une solution pour ces vendeurs potentiels. Alors, non seulement ça va apporter une réponse apaisée à ces vendeurs où on va lui dire « vous pouvez vendre en viager libre votre bien », ça veut dire que vous allez avoir une rente viagère qui sera supérieure à votre loyer. Cette rente viagère sera défiscalisée à hauteur de 70% quand le vendeur a plus de 70 ans. Ça veut dire que s'il perçoit 1 000 € de rente, il n'aura que 300 € à déclarer dans sa base imposable, à la différence des revenus fonciers qui sont lourdement taxés en France. Et le vendeur va avoir des garanties notariées très importantes, beaucoup plus importantes, on le sait, que quand il y a des impayés de loyer avec un locataire. Et on a beaucoup de propriétaires bailleurs qui ne veulent plus gérer, qui ne veulent plus assumer les tracas locatifs avec les vacances locatives, les dégradations éventuelles, les impayés de loyer ou des rénovations ou des charges de copropriété qui sont de plus en plus importantes. Donc, on va apporter une solution à ces propriétaires bailleurs en leur disant, vous devez faire des travaux pour améliorer votre logement, sinon vous ne pouvez plus louer. On a la solution, on peut vendre en viager libre. Et beaucoup de propriétaires bailleurs, quand on apporte cette information, et notamment les enfants de ces propriétaires bailleurs qui déclarent très souvent ou qui gèrent pour le compte de leurs parents ce bien-là, leur dit, mais si on avait su plus tôt, on aurait vraiment mis en vente en viager libre, tout à fait. Du coup, juste pour terminer, Sophie, vous nous avez donné quelques chiffres, mais est-ce que vous auriez un ou deux petits exemples? On ne va pas rentrer dans l'archi-détail de ces patrimoines, bien sûr, mais quelques exemples chiffrés qui illustrent un petit peu le propos, justement, pour un acheteur, pour un vendeur. Enfin, voilà, illustrons un petit peu notre viager libre. Donc là, on a vu les intérêts du viager libre côté vendeur, mais forcément un marché composé d'une offre et d'une demande. Donc la plus grande satisfaction pour un acquéreur, c'est de pouvoir devenir enfin propriétaire de son bien sans recours à l'emprunt. Et j'ai fait une simulation pour un bien d'une valeur libre de 500 000 €. Si mon acquéreur achète à une femme de 68 ans, avec un bouquet de 80 000 €, la rente viagère sera de 1 918 € par mois. Et s'il devait acheter ce même bien, toujours avec un bouquet qui est une somme versée comptant la signature chez le notaire, comme un apport, on pourrait avoir un emprunt, à un couple de 68 ans, la rente viagère serait de 1 739 € par mois. À la différence d'un emprunt, si je devais emprunter pour ce même bien de 500 000 € auprès de ma banque, j'ai un apport de 80 000 €. J'ai fait une simulation avec les mêmes chiffres. Ça veut dire que j'emprunte 420 000 € sur 22 ans. 22 ans, c'est l'espérance de vie statistique d'une femme de 68 ans.
Il m'en coûtera une mensualité de 2 582 € par mois, à la différence de 1 918 € par mois pour une femme seule. Ça veut dire moins de 600 € par mois. C'est pas neutre. Et surtout, j'évite le coût de financement qui est porté à 262 000 €. Et ça, très souvent, les acquéreurs n'ont pas conscience. Eh oui. Et je suis partie sur les taux actuels de moins de 4% sur 22 ans avec une assurance décès invalidité sur 2 têtes. Donc, non seulement grâce au viager libre, je deviens enfin propriétaire de mon logement, j'évite les 262 000 € de coût de financement. Ma rente viagère est inférieure à une mensualité, et c'est aujourd'hui qu'on a besoin d'avoir une rente moins élevée et pas dans 20 ans où nos revenus d'activité sont censés évoluer dans le temps. Éventuellement progresser, ouais. Donc là, pour un acquéreur, il se dit non mais c'est merveilleux, je peux enfin devenir propriétaire de mon logement. On satisfait le vendeur qui se retrouvait avec un logement vacant parce que sa résidence locative, il ne voulait pas ou ne pouvait pas faire les travaux, et mon acquéreur peut devenir enfin propriétaire de ce bien. Et j'ajouterais même que le viager libre peut apporter des intérêts aux étudiants. On n'y pense pas, mais parents, on a nos enfants qui partent en études supérieures, c'est toujours un peu la galère de trouver le logement étudiant tous les mois, tous les ans, au mois d'août. Ouais. Et surtout, c'est un loyer à perte. Ça veut dire que si on a un enfant qui va partir pour 4, 5, 7 années d'études, vous pouvez très bien, vous parents, accompagner vos enfants pour qu'il achète son premier viager libre. Il peut acheter son studio, son T1, son T2 dans sa ville étudiante. Vous pouvez lui donner, vous savez, jusqu'à 100 000 € par enfant, par parent, de quoi financer le bouquet, les premières rentes viagères. Et ainsi, je pense que c'est une solution assez salvatrice pour tout acquéreur, C'est vrai voire un que- étudiant. Et Quand, étudiant à et 20 viager, on ans, n'y avait pas pensé. exactement. Et j'ai commencé en fait cette pédagogie avec des amis qui galéraient à trouver des logements locatifs. Je dis mais t'as pas regardé s'il y avait pas des viagers libres c'était Nantes en l'occurrence. Ils disent ah, mais pourquoi? C'est quoi le viager libre? Il va Eh pas ben occuper voilà. avec la personne âgée. Je dis mais c'est pas ça le viager libre. Tu peux trouver un logement vide de tout occupant. Donc vous voyez, il y a plein de solutions qui vont mutualiser les intérêts et du vendeur et de l'acquéreur. Faut-il simplement prendre le temps de s'y intéresser? C'est ce que vous faites dans le cadre de cette émission et je vous en remercie. Eh ben, vous l'avez défendu avec conviction. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir pris ces quelques minutes. Sophie Richard, donc Viagimo, en duplex avec nous depuis la Vendée. À très bientôt sur Radio Patrimoine. Merci beaucoup, Sophie. Au revoir, merci. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On continue notre voyage dans Cœur de Patrimoine, voyage très immobilier cette semaine. C'est l'actualité qui doit vouloir ça. On accueille Sandrine Alonier. Bonjour Sandrine. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, fondatrice de Comniprésence, mais surtout porte-parole de l'adresse, le réseau L'Adresse, et de vous financer grâce à vos 2 casquettes. On va essayer de faire un grand panorama de ce monde immobilier pour guider finalement nos épargnants. Commençons peut-être par les taux. C'est presque le nerf de la guerre en ce moment encore. On en parlait quasiment il y a une minute avec Sophie Richard et Viagimo qui nous disait avec le viager libre, on a peut-être aussi un moyen de couper à ces questions de financement, etc. Qu'est-ce qu'il en est des taux qui ont tant fait parler ? Oui, alors les taux avaient énormément augmenté durant toute l'année 2023 et les banques finalement sont de retour depuis cette fin d'année 2023. Ça se déride. Alors, voilà, ça se déride et comme elles ont toutes la même stratégie à nouveau de revenir sur ce marché du crédit, eh bien le jeu de la concurrence fait qu'elles baissent leur taux de crédit. Donc c'est ce qu'on constate depuis le mois de janvier, mais évidemment elles ont quand même la volonté de conserver des marges. Donc ces baisses des taux sont très progressives. Il n'empêche que là, on a reçu récemment les barèmes pour le mois de mai et on a encore des baisses entre 0,10 et 0,25. Donc ça commence à devenir quand même assez conséquent. Et par exemple, on avait des banques qui prêtaient fin 2023 à 4,40 sur 20 ans. Aujourd'hui, elles sont à 3,70. Donc vous voyez, donc ça donne un peu aujourd'hui, d'air, hein. On arrive à trouver quand même facilement des taux en dessous de 4%. En moyenne, on est à 3,65 sur 15 ans, 3,85 sur 20 ans et 4% sur 25 ans. Ça reste des taux raisonnables. Ça veut dire qu'on resolvabilise quelques acheteurs potentiels grâce à cette baisse de taux. Est-ce qu'au même moment, le marché offre aussi une part de
de respiration ou pas, parce que là on a parlé financement, mais encore faut-il que de l'autre côté les prix restent ou demeurent ou deviennent abordables. Tout à fait, je dirais qu'on est passé d'un problème d'offre bancaire avec des banques qui ne prêtaient plus, le robinet du crédit qui était fermé, à un problème aujourd'hui de demande. On est encore dans un contexte de frilosité un peu des emprunteurs, des acheteurs, des vendeurs qui baissent pas forcément les prix. Donc, on constate quand même une reprise. On peut dire que le pire est derrière nous. Donc, reprise en termes de production de crédit. C'est ces crédits logements qui constatent une hausse de 50% des demandes de crédit entre décembre 2023 et mars 2024. Pour autant, les chiffres de la Banque de France, un peu en retard, restent très négatifs. On est à 8 milliards d'euros de production de crédit en mars, donc c'est très peu. Je dirais que le rebond, il est vraiment là depuis le printemps. On le constate aussi chez Vous Financer, avec une hausse des demandes de crédit de 20% par rapport à la fin de l'année 2023. Mais on revient tout juste au niveau de début 2023. Donc, la reprise, elle est en train de se dessiner. On voit aussi chez l'adresse, de nouveau des visites. Les messages positifs, ça déclenche des visites, à condition que les biens soient au prix. Ça peut déclencher des offres, alors un peu en dessous du prix, donc qui ne sont pas toujours acceptés par les vendeurs. Et tout ça dans des délais plus longs. Les gens prennent le temps de visiter, contre-visiter. Donc, je dirais qu'on a une reprise molle. Oui, c'est pas très beau à dire. Mais voilà, on cherche aujourd'hui tous les moyens de dynamiser cette reprise qui se dessine. Ça veut dire que les acheteurs, ils sont encore un peu à la peine quand même ? Alors, les acheteurs sont à la peine, en effet, parce que vous avez parlé tout à l'heure de resolvabilisation, mais elle est très lente. Oui, c'est ça. Faut pas oublier qu'on a perdu quand même, avec les taux qui ont été multipliés par 4, on a perdu 25% de capacité d'emprunt. Pour prendre un couple qui gagne 4 200 € de revenus par mois, ou un célibataire qui gagne 4 200 € de revenus par mois, pour votre auditoriat, si je puis dire, pour vos auditeurs, eh bien, en 2021, quand les taux étaient à 1%, la banque lui prêtait 300 000 €, avec un taux d'endettement respecté de 33%, hors assurance. Eh bien, aujourd'hui, ce couple ne peut plus ne peut plus emprunter que 235 000 €. Donc, il a perdu énormément. Ouais. Et dès que les taux rebaissent de 1 demi-point, donc c'est le cas depuis le début de l'année, c'est que 10 000 € de regagnés. Donc, même si on arrive à des taux à 3%, on sera encore à 15-20% de capacité d'emprunt en moins. Et vous le savez très bien, les prix n'ont pas baissé, évidemment, dans cette mesure-là. Bon, donc, il y a quand même du mieux, et on professe ce message du côté du financement. Il n'y a pas de moins mal et un petit peu de mieux du côté du marché. Donc, c'est plutôt un message encourageant qu'on a envie de faire passer. Pour autant, je vais un peu vous saper le moral, mais de l'autre côté, et vous avez prononcé le mot tout à l'heure, on a le HCSF qui avait bien durci les conditions d'octroi de crédit, etc. On pensait arriver à réformer ce Haut Conseil, à essayer de tordre un peu le bras, et puis ça a fait pchit. On n'ira pas réformer ce Haut Conseil. Non, alors on n'ira pas. Voilà, du coup, on reste quand même contraint par cet endettement maximum à 35%, mais il y a quand même du positif, c'est que les banques ont le droit à une marge de flexibilité de 20% et qu'on voit sur les derniers mois de l'année qu'elles ont commencé à davantage l'utiliser, et ceux qui en ont le plus bénéficié... Oui, parce que c'est ça, le HCFTF disait, vous voulez que je revoie mes critères, mais regardez, elles peuvent déroger et elles dérogent pas. Tout à fait. Finalement, elles dérogent plus maintenant. Elles dérogent plus, et ce sont les investisseurs qui en bénéficient le plus. Donc les banques quand même ont bien conscience que des investisseurs qui ont quand même malgré tout un reste à vivre suffisant et qui peuvent avoir un loyer, peuvent dépasser les 35%. Donc les banques vont devoir rester dans ce carcan, mais je pense qu'elles vont quand même assouplir, parce qu'elles ont aujourd'hui la volonté de prêter et elles font tout pour faire revenir les emprunteurs. On a quand même revu des banques venir taper à la porte des agences immobilières, faire de la pub télé. Enfin, ça, c'est du jamais vu depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, il y a cette volonté des banques de prêter. Ce qu'il faut aujourd'hui, ce sont des signaux encourageants pour le marché, pour les investisseurs qui soit attendent des baisses de prix, soit attendent des baisses de taux, soit attendent des reports de la loi climat. Le problème, c'est ce manque de lisibilité dans les mois à venir. Oui, mais c'est vrai que cette histoire de cette proposition de loi COS qui a été retoquée, entre guillemets, c'était... Bon, alors peut-être que pour le vulgum pecus, c'est un petit peu abstrait, cette histoire des normes du HCSF, mais pour le monde immobilier, c'était important. Et on a eu l'impression, du coup, que le politique prenait pas bien la mesure, alors qu'il y avait beaucoup de choses dans la seringue. Il y avait ça, il y avait le projet de loi logement Kasbarian, etc. Vous avez quand même l'impression qu'on peut encore en attendre quelque chose de
cette politique immobilière, entre guillemets, de cette politique du logement? Oui, là, il y a eu les propositions aussi du Sénat qui n'a pas peur de parler de crise sociale liée à la crise immobilière et qui, là, contrairement au gouvernement, a bien compris la nécessité aussi de faire revenir la demande. Donc, avec un PTZ plus large que celui qu'on a actuellement, voilà, aujourd'hui, il ne faut pas s'attaquer qu'au neuf, même si le neuf, c'est l'immobilier, c'est l'économie, voilà. Et puis, c'est l'économie, ce sont les logements, etc. Mais aujourd'hui, le marché immobilier, c'est 80% de l'ancien et il n'y a aujourd'hui aucune mesure de soutien, aucun message encourageant et même sur la rénovation énergétique, on voit bien que MaPrimeRénov', ça ne va pas du tout dans le bon sens, alors qu'il faut vraiment rénover ce parc de logements et ça aussi, ça peut faire des logements en plus. Donc aujourd'hui, voilà, on a l'impression que le problème n'est pas pris par le bon côté. Vous y croyez pas à cette grande loi logement, aux engagements du ministre Kasbarian? Non, parce qu'il n'y a pas de moyens derrière. Ouais, alors on espère que pour les promoteurs, c'est quand même un secteur essentiel, on espère que ça va évidemment redynamiser, limiter les licenciements. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est que le gouvernement fait trop la distinction entre logement et immobilier. Sauf que voilà, l'immobilier, ça découle évidemment des logements. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, aujourd'hui, le vrai moyen de dégripper, c'est de redonner confiance. On a un marché, on a déjà un contexte géopolitique qui est déjà suffisamment tendu. Donc, dès lors que voilà, il faut déjà redonner confiance dans les indicateurs à court terme. Déjà, la BCE qui va baisser ses taux, ça va être un signal déjà très positif. Et puis, les vendeurs, mois après mois, commencent à comprendre qu'il faut baisser les prix. Et finalement, on arrive un petit peu à trouver un point de rencontre entre l'offre et la demande, mais vraiment à force d'efforts considérables de la part des professionnels. Et puis si vous voulez reparler ou réentendre parler de cette question de moyens, je vous invite à réécouter Henri Buzicazo qui était là la semaine dernière et qui rappelait que si Bruno Le Maire cherchait 10 milliards, lui il en avait déjà trouvé 9 si on relançait un peu l'IMO. Un petit calcul que vous pouvez retrouver bien évidemment dans les podcasts de Cœur de Patrimoine. Merci beaucoup Sandrine. Sandrine Alonier pour le réseau L'Adresse et vous financez sur Radio Patrimoine. À très bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain sur Radio Patrimoine. Très bonne semaine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.